Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divergence, Divergence 37. Au programme aujourd'hui, Istanbul ne répond plus et la Roumanie. Va-t-on vers de nouvelles élections totalement truquées? On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur, rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Xavier Moreau, bonjour Xavier. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler d'Istanbul, des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Juste avant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut et de commenter nos propos. Ça nous aide énormément et ne vous inquiétez pas, on lit vos commentaires. Alors d'abord, par rapport à Istanbul, Xavier, que s'est-il passé lors de ces négociations? Est-ce qu'on va vraiment vers une paix réelle? Parce que on parle pour une fois de vraies négociations de paix depuis 2022. En fait, il faut reprendre la séquence depuis le début. La séquence, je dirais, à court terme. On a eu depuis Kiev, donc la bande des quatre perdants, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Starmer pour l'Angleterre, Friedrich Merz pour l'Allemagne et Donald Tusk pour la Pologne, qui ont mis un ultimatum à la Russie en disant si vous acceptez pas le cessez-le-feu de 30 jours, inconditionnel, eh bien, il y aura un 17e paquet de sanctions. Donc ici, ça a évidemment beaucoup fait rire. Et donc, en réponse à ça, Vladimir Poutine a dit cessez-le-feu, non, mais on peut reprendre les discussions directement sans préalable. Ce qui est la position, en fait, c'était absolument rien de nouveau, hein, c'est la position de la Russie depuis 2022 et surtout là où Vladimir Poutine a été extrêmement habile, c'est qu'il a dit: «Je vais appeler le président turc Erdogan pour lui demander que ça se tienne à Istanbul». Évidemment, Erdogan, heu qui est avide de prestige international, eh bien, a accepté et alors donc immédiatement, Zelensky a dit qu'il irait pas et puis Donald Trump a dit que c'était une excellente idée, donc Zelensky a dit qu'il irait et qu'il voulait rencontrer Vladimir Poutine. Donc ça, c'était complètement idiot. Déjà, quand on est les chefs d'État ne se rencontrent pas au moment des négociations, ils se rencontrent quand, en gros, tout est prêt, quand les documents sont prêts, quand les équipes, précisément, ont fini de négocier. Et d'ailleurs, et donc ensuite, Zelensky a minimisé le niveau de compétence de la délégation russe, sauf que elle est emmenée par Vladimir Medinsky, qui est le même, qui est un conseiller de Vladimir Poutine, qui est le même qui dirigeait l'équipe en 2022. Donc, je rappelle, en 2022, il y a des négociations qui ont commencé au bout de 24 heures. Enfin, en tout cas, non. Plus précisément, Zelensky, au bout de 24 heures, a dit qu'il était prêt à rencontrer les Russes pour discuter la neutralité de l'Ukraine. Le lendemain, donc le 25 février, Lavrov a dit que la Russie était d'accord pour démarrer les négociations. Et le 28, elle se rencontrait à Minsk. Et donc, on est entré dans un cycle de négociations qui a abouti à un document qui a été présenté à plusieurs reprises par les Russes, d'ailleurs, qui avait déjà été contresigné, et puis qui finalement n'a abouti à rien, puisque autour du 9 avril, il y a eu le montage de Boutcha et Johnson est arrivé en disant non, 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 vous n'allez pas faire la paix, on va vous donner des armes pour que vous fassiez la guerre. Et évidemment, pour Vladimir Poutine, c'est extrêmement habile, puisque et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Medinsky. Il a ressorti les documents sur lesquels les Ukrainiens et les Russes étaient en train de se mettre d'accord, et où les Russes se faisaient de grosses concessions, et qui finalement auraient permis d'empêcher la guerre. Et donc là, on en est à, en gros, 500 000 morts plus tard, avec 1 million de blessés côté ukrainien, et une économie détruite, la moitié de la population qui est partie, et qui, d'une manière ou d'une autre, eh bien, les Russes reviennent avec le même document en disant écoutez, reprenons les choses là où Boris Johnson et l'administration Biden les avaient arrêtés.
Et c'est ce qui va se passer. Donc, diplomatiquement, c'est un coup très fort, très, très intelligent de Vladimir Poutine. Et on a, d'un l'autre côté, un Zelensky qui est acculé, qui est dans les cordes, d'autant plus que sur le terrain, il y a un effondrement partiel du front ukrainien, notamment dans la partie sud-est du front, entre Toretsk et Pakrovsk. Donc Alors, la situation pour Zelensky, pour le régime de Kiev, est extrêmement tendue. Mais pour l'instant, les négociations n'ont pas encore commencé. Peut-être commenceront-elles ce matin. Puisqu'on tourne cette émission, hein, je rappelle, le vendredi, il est un peu plus de c'est 9 ça. heures. Normalement, vendredi à 10 heures, les négociations doivent commencer, puisque Medinsky a annoncé qu'à partir de 10 heures, la délégation russe attendrait la délégation ukrainienne. Voilà un peu où on en est. Mais justement, alors j'ai une question par rapport à ça. J'aimerais avoir ton avis, vu qu'ils reprennent, les négociations de 2022. En fait, pourquoi revenir sur les négociations de 2022? Parce que, ça a bien changé entre, les 4 régions qui ont été rattachées à la Russie, les différentes avancées et tout ce qui se passe de manière, économique, aussi, les fameuses sanctions contre la Russie. Pourquoi la Russie devrait revenir sur 2022 et pas refaire, à nouveau, une négociation? Parce qu'en Alors soi, évidemment on que connaît les évidemment que 4 ce régions de base, mais là, il y en a 2 de plus. Évidemment que le document va être mis à jour, puisque en 2022, notamment, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk, en avril 2022, n'étaient pas parties de la Russie. Ça arrivera après le référendum qui a eu lieu fin septembre 2022. À l'époque, c'était, je dirais, le statut équivalent de l'Abkhazie ou de l'Ossétie du Sud. Donc, la Russie avait reconnu leur indépendance, mais ne les avait pas intégrés dans son territoire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc effectivement, ce document, c'est une base de départ, mais il va être modifié. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs, si Vladimir Poutine et Medinsky se basent sur ce document, c'est aussi pour montrer à la population ukrainienne ce qui aurait pu arriver Mmh. si les Occidentaux, en particulier l'Angleterre et les États-Unis, avaient été raisonnables. On serait parvenu à un accord, il n'y aurait pas eu la guerre, il n'y aurait pas eu ces centaines de milliers de morts de part et d'autre, surtout du côté ukrainien, hein. Je pense qu'on est à un rapport de 1 à 6 au niveau des pertes. C'est une estimation, hein, mais je pense qu'on est dans à peu près à ça. Et donc effectivement, le document sera adapté. Mais il y a des choses qui ne changeront pas. Par exemple, le fait de ne pas rentrer dans l'OTAN. Ça, c'est de toute manière maintenant, c'est acquis. C'est reconnu par Donald Trump. Même Emmanuel Macron, dans sa dernière intervention, a dit que l'Ukraine ne pourrait pas rentrer dans l'OTAN et c'est pour ça qu'il fallait envoyer des troupes sur place. Ça, on peut toujours rêver. Et il y a également la dénazification. Donc, c'est la fin des lois des persécutions religieuses et linguistiques en Ukraine. Et le point qui va faire mal, la démilitarisation. C'est-à-dire que l'Ukraine aura une armée d'armistice, l'équivalent de ce qu'on avait imposé aux Allemands en 1918. 100 000 on a imposé 100 000 hommes. Je pense que l'Ukraine aura quelque chose comme ça. 2-3 avions pour faire la police du ciel, pas de blindés. Voilà. L'Ukraine sera totalement neutralisée dans tous les sens du terme. Et pas d'industrie militaire. Voilà vers quoi à peu près on va. Ça, à mon avis, ça restera. Et puis évidemment, le gros morceau, ça va être la reconnaissance de la perte des territoires. Alors, ça peut être une reconnaissance de jure, c'est-à-dire que là, pour le coup, Kiev abandonne les territoires et reconnaît que c'est partie prenante de la Russie, ou de facto, c'est-à-dire un retrait qui se caractérisera par un retrait des troupes ukrainiennes des nouveaux territoires russes, donc Kherson, Zaporozhye et une partie de la République populaire de Donetsk. Voilà un peu ce à quoi on peut s'attendre. Alors, je voudrais revenir en même temps sur, effectivement, sur ce que tu as pu évoquer au début. Zelensky n'était pas spécialement content des Russes qui ont été envoyés. D'ailleurs, quand il est sorti de l'avion, c'est quasiment ce qu'il a dit immédiatement. En même temps, est-ce que Lavrov, est-ce que Vladimir Poutine vont réellement venir à ce moment-là? Et qu'en est-il réellement? Parce que quand on écoute, toutes nos sources d'informations préférées, certains disent que c'est une victoire justement de Zelensky que Poutine n'est pas venu, et d'autres disent que voilà, Poutine veut continuer la guerre, donc c'est un petit peu paradoxal, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Les turiféraires de Zelensky vont systématiquement raconter que Zelensky est super fort. La réalité, c'est que finalement, donc l'ultimatum qui avait été envoyé par la bande des 4 perdants, ici, tout le monde s'en moquait.
Il y a eu le 17e paquet de sanctions a été adopté, ça a fait rire tout le monde, comme d'habitude. Ça n'aura aucun impact sur l'économie russe. Donc ça c'est un premier échec. Deuxièmement, Zelensky a commencé par dire qu'il n'irait pas. Sous la contrainte de Trump, il a dit qu'il irait, mais d'ailleurs, personne ne lui avait demandé d'y aller. Et si tu te souviens, il y avait une interview de Vladimir Poutine dans sa voiture, dans laquelle le journaliste, c'était il y a 3-4 semaines, lui demandait, mais Zelensky veut participer aux négociations. Poutine a dit, bah, s'il veut négocier, on lui trouvera une place pour négocier. La question pour Zelensky, c'est pas qu'il négocie, c'est qu'il signe. Et évidemment, Zelensky a un énorme problème de légitimité, voire de légalité, et il espérait qu'en rencontrant Vladimir Poutine, eh bien, finalement, il se relégitimise. Mais encore une fois, à la fois, Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à rencontrer quelqu'un qui, de toute manière, est sur le départ. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et surtout, c'est pas comme ça que ça se passe. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de la Première Guerre mondiale, début octobre 1918, le Kaiser nomme un nouvel ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Wilhelm Soft et qui entreprend réellement les négociations. Et ça aboutit 11 novembre, voilà, à la capitulation allemande. Donc, et en plus, après, le traité de Versailles, c'est 1919. Donc, quoi qu'il arrive, quand on rentre dans un cycle de négociation, déjà, Clémenceau n'a pas immédiatement rencontré Guillaume II. Faut être sérieux. On n'en est pas du tout à ce stade. Pour l'instant, on est au stade du début des négociations. Si ces négociations aboutissent à quelque chose, là, effectivement, il pourrait y avoir un rendez-vous entre Vladimir Poutine et Zelensky ou son successeur. Et à ce moment-là, il y aura peut-être un cessez-le-feu. Mais pareil comme en 1918, le cessez-le-feu, c'était le 11 novembre. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu préliminaire comment dirais-je, à la capitulation allemande. Et un cessez-le-feu actuel, c'est plutôt positivement pour qui? Ah bah c'est pour Kiev. Et comme je l'ai dit, le front est en train de frémir sur toute sa longueur. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes percées russes parce que ça coûterait trop de ressources, et notamment de ressources humaines. Donc les Russes avancent très prudemment. Mais malgré tout, le niveau de l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer, notamment à cause de la conscription forcée. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de désertion. Les Russes arrivent sur des positions où il n'y a plus personne. C'est très bien expliqué, notamment par Yuri Podolaka, qui est un expert militaire. Et notamment, avec l'arrivée du printemps, les arbres sont de nouveau bourgeonnés. Donc, il y a du vert partout. Et ce qui fait que les unités d'arrêt otano-kieviennes, donc qui utilisent des drones pour tuer les unités qui abandonnent leur position, ne les voient plus. Donc, ça permet aux Russes d'avancer à l'abri relatif des arbres et également aux déserteurs de déserter tranquillement et de ne pas se faire tuer par les unités de représailles bandéristes qui tiennent le front. Donc en fait, ce que l'on observe, c'est un effondrement partiel du front qui permet aux Russes de faire des bonds entre 2 et 10 km, ce qui est quand même pas rien, et surtout d'arriver derrière les positions fortifiées. Donc, on a une armée russe qui est en plein ascendant, qui est à l'allant d'une armée triomphante, et puis vous avez une armée ukrainienne qui s'effondre petit à petit, et c'est ça le fond du problème. Et surtout, il va se poser un autre problème pour les Kieviens, c'est que je pense que dans les jours qui viennent, les Russes vont pénétrer à l'intérieur de la région de Dniepopetrovsk, c'est-à-dire dans une région dans laquelle ils n'ont pas mis les pieds depuis 2022, et qui fait partie de la Nouvelle-Russie. Donc, qui pourrait être très bien un territoire que la Russie envisagerait de réunifier si jamais, par exemple, si jamais les Russes s'emparent de Dniepopetrovsk, l'essentiel de la ville de Dniepopetrovsk est à l'est du Dniepr. Et donc, en fait, si les Russes s'en emparent, pourquoi pas faire un référendum et puis hop, c'est reparti, ça fait une région de plus. Ça peut se passer la même chose à Kharkov. Ça, c'est des choses tout à fait réalisables. Donc, évidemment, d'un côté, Zelensky ne veut pas de la paix parce que sinon il y a des élections et il va se faire dégager. D'un autre côté, l'armée russe continue à progresser et les alliés de Zelensky occidentaux se rendent compte que si ça continue comme ça, il va pas rester grand-chose de l'Ukraine. Ça a été dit clairement par Donald Trump, par Rubio,
je crois aussi par J.D. Vance, en disant c'est maintenant qu'il faut arrêter tout, parce que sinon, qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine? L'Ukraine, à terme, la pire des choses qui puisse arriver à l'Ukraine, c'est la perte de son accès à la mer, avec la réunification au territoire russe des villes de Nikolaïev et surtout d'Odessa. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable si Kiev refuse d'admettre la défaite. Alors, du côté de Washington, on est partisan de ça. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui jettent le plus d'huile sur le feu et qui veulent que quasiment l'Ukraine se batte jusqu'au dernier Ukrainien, ce sont les Anglais. L'administration anglaise, notamment alors il y a peut-être un signe positif, c'est que le patron du MI6 vient d'être remercié, donc qui s'appelait Moore. C'est sans doute lui qui était à l'origine de l'opération foireuse dans la région de Koursk, et c'est le MI6 qui est aux commandes dès 2022 avec Johnson, et qui pousse l'administration anglaise à soutenir la solution militaire, avec évidemment du côté de Biden, également les néocons qui veulent absolument en découdre avec la Russie. Et ça, c'était à l'époque le chef de la CIA, Burns, qui était un instrument des démocrates américains. D'ailleurs, ils ont fait cette interview juste après le début de l'opération de Kursk en disant que c'était génial. Dans le Financial Times, c'était la première fois qu'on avait une interview entre donc Moore pour le MI6 et Burns pour la CIA. Donc ça veut bien dire que il y a quand même du mouvement, y compris au sein de l'administration anglaise. Et on va voir par qui va être remplacé Moore, mais le MI6, c'est comme la CIA, c'est un État dans l'État. Hein. Et je pense que c'est eux qui dirigent la politique étrangère américaine et non pas l'inverse. Voilà un peu où on en est. Zelensky, en fait, est, je l'ai déjà dit, mais je le répète, en échec, au jeu d'échecs, on appelle ça un Zugzwang, c'est un terme allemand, qui veut dire que c'est à vous de jouer et que quel que soit le mouvement que vous allez faire, vous allez perdre. Vous allez perdre une pièce, perdre une position, va vous prendre un échec et mat. Donc aujourd'hui, Zelensky n'a pas de bon choix. Il n'en a que des mauvais pour lui, et c'est tant mieux. Oui, bah, voilà, on sent que tu t'es bien russifié avec les échecs, là-dessus. Par contre, je voulais revenir sur un autre allié qu'on n'a pas évoqué. Alors, on a trouvé une nouvelle version de Bruno Le Maire avec un petit peu moins de cheveux. C'est notre Jean-Noël Barrot qui a parlé, il était en Turquie, du coup, c'était pour l'OTAN par contre, où il a évoqué des termes que je vais redire parce qu'ils m'ont fait doucement rire. Des sanctions dévastatrices contre la Russie, prendre la Russie à la gorge. Est-ce que la France, alors je vais poser une question toute bête, mais je sais déjà la réponse que tu vas dire et nos auditeurs aussi, comment la France pourrait détruire la Russie? Je pense que Barrot est le syndrome de plusieurs choses. Le premier, c'est l'utilisation de produits stupéfiants de ce genre-là par les ministres. Deuxièmement, c'est l'absence de diplomatie. Parce qu'en fait, c'est pas aux diplomates de dire des choses comme ça. À la limite, ça aurait du sens que ce soit le ministre de la Défense, même pourquoi pas, mais c'est idiot, mais Emmanuel Macron, le Premier ministre, mais pas le ministre des Affaires étrangères, qui est le chef de la diplomatie, donc qui en principe est là pour trouver des solutions avec l'adversaire qu'ils se sont eux-mêmes choisis, qui ne soit pas militaire. Et là, en fait, on n'a pas de diplomatie. On a en fait quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. D'ailleurs, les gens qui sont nommés par Emmanuel Macron à ce poste-là, on est passé par Séjourné, d'autres personnes absolument insignifiantes qui ne comprennent rien à la diplomatie. Donc, en fait, on est dans une pseudo-diplomatie qui est incantatoire. Donc, c'est des grandes déclarations qui sont censées faire buzzer les réseaux sociaux. Et la diplomatie, c'est pas ça. La diplomatie, déjà, c'est secret. Voilà, faut le dire. C'est contrairement à ce que voulait Wilson en 1916, la diplomatie doit être secrète. Il y a des choses qui ne se disent pas pour précisément que des solutions soient trouvées. Alors, les Russes travaillent comme ça. L'administration américaine avec Trump a recommencé à travailler comme ça, c'est-à-dire que finalement, il y a des rencontres, on ne sait pas ce qui s'y est dit. C'est une très bonne chose. Et donc, il faudrait que ça continue. En France, il n'y a pas de diplomatie. Il y a un personnel politique qui est extrêmement incompétent, qui est limité intellectuellement, il faut le dire. Moi, je pense, à commencer par Emmanuel Macron. Je suis tout à fait d'accord avec Charles Gave qui l'avait dit depuis le début, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un intellectuellement limité. C'est un vendeur de cravates, donc il est capable de parler, mais il ne maîtrise pas l'histoire.
ni de son pays, ni des grands pays à l'international. Il ne maîtrise pas les questions de géopolitique, les questions géographiques. Il croit que la Guyane est une île. Donc il y a des tas de signes qui montrent en fait un affaissement complet du niveau intellectuel ce qui n'est plus d'ailleurs une élite, mais plutôt une classe dirigeante en France en particulier et dans l'Union européenne en général. Et donc, finalement, Barrot est le syndrome de ça, c'est-à-dire un personnage extrêmement médiocre qui ne comprend rien au poste qu'il occupe et qui va essayer de faire passer la défaite militaire de la gauche française face à la Russie, parce que c'est bien la gauche qui a perdu la guerre, c'est pas la France. Donc une nouvelle défaite militaire, comme à la décolonisation, comme en 1792. Enfin, j'écris là-dessus le livre noir de la gauche française. Donc ce que l'on observe, et donc en fait, évidemment pour Emmanuel Macron qui s'est investi énormément dans cette guerre, la défaite de Zelensky est la sienne. Et ça va coûter cher. Ça va coûter cher à la gauche bourgeoise en France, puisque tous les médias, tous les partis politiques ont soutenu cette guerre contre la Russie. Bon, bah, dans ce cas, petit point rapide avant qu'on change de sujet vis-à-vis de Trump. J'avais l'impression qu'il était limite un petit peu jaloux. Alors effectivement, il avait mis un message disant que c'était une bonne chose, enfin on allait pouvoir arrêter. Mais là, il se trouve, il est pas très très loin, il est en Arabie Saoudite et aux Émirats, il est passé. Trump veut être à la table des négociations, veut être l'instrument de paix. Pourquoi les Russes ont appelé immédiatement les Turcs et pas les États-Unis, alors que pour autant, les deux pays, pour rappel, font quand même partie de l'OTAN. Je pense que le fait que la Turquie fasse partie de l'OTAN n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce que la Grèce aussi fait partie de l'OTAN et l'adversaire principal de la Grèce, c'est la Turquie, avec ses prétentions en mer Égée. Donc je pense que soit la Turquie, ce n'est pas important. La Turquie a su conserver de bonnes relations avec l'Ukraine en lui livrant des armes, en ne reconnaissant jamais l'annexion la réunification de la Crimée par la Russie. Et d'un autre côté, la Turquie est un lieu de contournement des sanctions pour la Russie. Donc en fait, elle a de bonnes relations avec les deux. Elle a livré des armes à l'Ukraine et elle sert de zone de contournement des sanctions. Elle est aujourd'hui le principal pays de transit du gaz russe vers l'Europe, avec le Turkish Stream prolongé par le Balkan Stream. Et donc, ce qui fait que les Russes, par ce moyen, livrent du gaz jusqu'à la Slovaquie, désormais, et d'ailleurs, qui va en Ukraine. Donc la Turquie, je dirais, est un partenaire précieux pour la Russie. Erdogan et Poutine s'entendent bien. Et donc, et surtout, encore une fois, il y a l'aspect psychologique extrêmement important de montrer que ces négociations sont la continuation de celles qui avaient commencé en avril et qui s'était achevé en avril 2022. Et donc, le symbole de le faire en Turquie, à Istanbul, est extrêmement fort et ça explique que ça se déroule là. Ensuite, effectivement, Donald Trump a apprécié cette démarche de la part de Vladimir Poutine. Il a besoin de succès à l'international. Il est en train d'en obtenir au Moyen-Orient, c'est incontestable. Son voyage au Moyen-Orient est un succès. Si en plus il décide de tordre le bras de Netanyahou, il l'a déjà fait avec le cessez-le-feu au moment de un peu avant son investiture. S'il arrive à ça, il va enchaîner les succès diplomatiques et aujourd'hui, il a besoin, notamment en politique intérieure, d'avoir ce genre de succès. Et il peut avoir un succès global. Il a annoncé la victoire contre Ansar Allah, contre les Houthis au Yémen. Les Houthis aussi ont annoncé leur victoire. Bref, il veut mettre un terme à un cycle militaire, que ce soit en Ukraine et que ce soit au Moyen-Orient. Et ce qui va être important de voir, encore une fois, c'est est-ce qu'il va retourner devant le Congrès pour demander de l'aide supplémentaire pour l'Ukraine? Moi, je ne pense pas. Parce que me disent mes amis experts de la politique américaine, il n'y a plus d'argent à donner à l'Ukraine. L'aide à l'Ukraine, c'est à la fois de l'armement, mais c'est aussi de l'argent pour que les fonctionnaires soient payés, les militaires soient payés, que l'État ukrainien fonctionne. Et l'Ukraine a de gros problèmes, de gros problèmes d'argent. Donc ça veut dire que tout ça, ce sera entre les mains de l'Union européenne et de l'Angleterre. Et je
pense que ni l'Union européenne ni l'Angleterre n'ont les moyens de soutenir Kiev. Donc, il y a de toute manière, quoi qu'il arrive, on va vers un dénouement de la question ukrainienne. Comment, je ne peux pas exactement le dire. On connaît la position russe, on connaît la position de l'OTAN, donc, qui est de continuer la guerre à tout prix. Mais la question, c'est pas de le vouloir, c'est de le pouvoir. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment, sauf si Trump retourne devant le Congrès et demande de nouveau 100-200 milliards et recommence à livrer des armes. Et en plus, il faudrait qu'il y en ait. Il y a, encore une fois, quand va dans la presse spécialisée américaine, notamment, il manque les stocks sont vides. Il va falloir renouveler les stocks, il va falloir moderniser le complexe militaire industriel, moderniser la flotte américaine qui est en mauvais état. Tout est en mauvais état. L'avion principal de l'aviation américaine, c'est le F-35, c'est une bouse, c'est un cercueil volant. Donc, il y a d'énormes problèmes au sein du complexe militaire industriel américain. Donald Trump le sait, et c'est pour ça que même s'il est sur une position d'une politique étrangère pacifique, il vient d'augmenter encore le budget de la défense à 1 000 milliards de dollars. Hein. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça représente. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on va vers le dénouement. Comment est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que c'est Poutine qui a quasiment toutes les cartes entre les mains. Parfait. Parfaite phrase de conclusion par ailleurs. On va faire une petite transition. On va parler de Roumanie et avant tout cela, petite publicité. Alors, n'oubliez pas, par conséquent, de regarder en description tous les liens pratiques pour nous suivre sur Twitter, sur Telegram et regarder en même temps, comme vous avez pu le lire, les ouvertures de compte, par exemple des voyages en Russie. Merci beaucoup à vous tous aussi pour votre soutien. Alors, on va continuer, je veux dire, avec la Roumanie. Donc, les élections, le deuxième tour va arriver dimanche. George Simion face à Nico Zurdan. Alors, je ne parle pas roumain, donc si j'ai fait une faute, n'hésitez pas à le dire. Pour rappel, Georgescu était arrivé en tête du premier tour à 23%, mais du fait que les gens sont tellement bêtes à regarder TikTok et à se faire avoir par la propagande russe, ça a été annulé. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir annuler l'élection une nouvelle fois, cette fois-ci? Je pense que tout est possible. Je pense que notamment, d'ailleurs, ça a été dit par Simion je crois que c'était sur CNews, et comme nous l'avions dit sur Stratpol depuis le début, c'est la France qui est aux commandes pour le coup d'État, puisqu'on faut appeler un chat un chat. Donc, qui a exporté, la gauche française, comme je l'ai tweeté il n'y a pas très longtemps, a exporté ses mœurs totalitaires et dictatoriaux en Roumanie, hein, parce que, en fait, pour différentes raisons idéologiques avant tout, c'est-à-dire que l'ennemi de la gauche française, c'est le nationalisme. Aujourd'hui, il y a une énorme poussée nationaliste en Europe qui souvent se conjugue avec un rapprochement avec la Russie. C'est-à-dire que tous les pays qui sont souverains, finalement, naturellement, se tournent vers je dirais, le pays national conservateur par excellence, qui est la Russie, qui en plus, la Russie a la puissance. Ce que ni la Hongrie, ni la Slovaquie, ni la Roumanie n'ont. Donc ça fait très peur hein, donc aux globalistes, je dirais, parisiens, autour d'Emmanuel Macron, aux élites, enfin plutôt la classe dirigeante de l'Union européenne. Donc évidemment, toute perte d'un pays de l'Union européenne vers une approche nationaliste des problèmes nationaux est une défaite pour ces européistes. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Roumanie est un pays clé dans comment dirais-je, l'extension de l'OTAN face à la Russie, puisque en 2030, il est censé y avoir la plus grande base de l'OTAN en Roumanie. Il y a une usine Rheinmetall qui a été construite pour entretenir les matériels que livre l'OTAN, notamment les matériels allemands, que livre l'OTAN à l'Ukraine. Et donc, et la Roumanie sert également de zone de transit par le Danube pour les exportations et les importations ukrainiennes, puisque comment dirais-je, les bateaux donc font du cabotage le long de la côte turque, bulgare et roumaine, prennent le Danube
et arrive dans la région d'Odessa. Donc c'est la Roumanie pour le dispositif face vis-à-vis de l'Ukraine est fondamentale et personne ne sait ce que va faire Georgescu. Pas Georgescu, Semyon. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Moi, je ne sais pas. J'ai de gros doutes sur Semyon. Parce que il a eu des déclarations, notamment il a donné une interview dans le Financial Times dans lequel il dit que la Russie est l'ennemi de l'Europe, etc., etc. Depuis qu'il est candidat, il a tenu un discours un peu plus quand même modéré, mais finalement, j'ai plutôt l'impression qu'on va avoir affaire à un second Mélanie. Plutôt qu'à réellement un Européen convaincu de la nécessité Il est fan de Bardella, pour rappel, hein. Voilà, donc il se fait prendre en photo avec Marion Maréchal Le Pen, etc., etc. Donc, je suis prudent. On va voir aussi s'il arrive à nommer, par exemple, si c'est dans ses cordes. Je connais pas bien la constitution roumaine, mais Georgescu comme Premier ministre, là, ce sera un signe. Georgescu est vraiment un homme de paix. Sinon, il va être finalement plutôt sur une approche conservatrice à la Trump, à la Meloni, c'est-à-dire donc lutte contre les migrants. Bon, ça, c'est pas trop un trop gros problème pour la Roumanie, mais également contre le wokisme, contre toute l'idéologie LGBT. Ça, je pense que ça, c'est acquis si jamais il est élu, si jamais il n'y a pas encore une fois un second coup d'État, mais ça me paraît quand même difficile. On va voir. Je te le dis, encore une fois, tout est possible. Comment dirais-je, le Macronistan est au bout du rouleau du point de vue économique, politique. Donc, ce serait une nouvelle défaite. Il y a 1000 soldats français en Roumanie. Si c'est Georgescu qui arrive au pouvoir, ça va être, comme disent les Russes, Chimadan, Vexal, Paris. Les valises, la gare, retour à Paris. Donc ça, évidemment, ce serait une humiliation pour Emmanuel Macron qui joue les chefs de guerre, c'est si jamais ces 1000 soldats rentrent en France. Donc ça, ce serait l'idéal, mais avec Semyon, je suis assez sceptique. Mais cela dit, encore une fois, on va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il a le choix réellement de toute manière, oui, il a le choix. Il a le choix. Fico en Slovaquie a le choix. Comment il s'appelle, Orban a le choix. La souveraineté, c'est un exercice. Voilà, c'est une praxis. Et donc, il peut être, il a à peu près la même taille que la Hongrie. C'est 10 millions d'habitants, je crois. Un peu moins. Et en plus, je dirais même qu'il a une position géographique qui est bien plus forte que celle de la Hongrie, puisque c'est un pays riverain de la mer Noire. Donc, il a des moyens d'affirmer sa Mais justement, est-ce qu'ils abandonneraient, comme tu l'as déjà dit au début de ton explication, est-ce qu'ils vont abandonner la Roumanie ou justement ils ne vont pas y aller encore plus fort dans les ingérences? Après, il ne faut pas que ça se voit trop. Et donc, le problème, c'est que je pense que les Roumains, enfin la classe dirigeante roumaine et la France, les Européens, les européistes, ont été surpris par la victoire de Calin Georgescu. Et donc, en fait, ils n'ont pas eu le temps de mettre en place tout un système, je dirais, dictatorial, de soft dictature, pour parler. C'est-à-dire que ce qu'on a en place, par exemple, en Moldavie. En Moldavie, petit à petit, s'est mise en place une dictature. En Ukraine aussi, il y a eu le coup d'État. Après, il y a eu un relâchement, mais petit à petit, des lois ont été mises en place. Les partis ont été interdits. Ça a commencé immédiatement par le Parti communiste. Et puis, en 2021, ça a abouti à la suppression des chaînes de télévision d'opposition, l'arrestation du principal adversaire de Zelensky, Medvedchuk. Donc, petit à petit, il y a des institutions totalitaires et dictatoriales qui se sont mises en place. Et ça, le sursaut roumain qui s'est caractérisé par le vote de Georgescu était complètement inattendu. Et donc, la question, c'est est-ce que Paris, le régime de Paris, a été capable de mettre en place en si peu de temps une structure dictatoriale qui permettrait un coup d'État au nez à la barbe de la planète entière?
on va le savoir dimanche. Voilà. Justement, tu me fais la transition parfaite par rapport à une petite question qui m'a fait, doucement rire. Alors on sort légèrement du sujet, mais au niveau des ingérences, parce que, dès qu'il y a eu, on va dire avec Georgescu, on a parlé d'ingérence russe tout le temps. Voilà, c'était, la faute de Poutine, c'est les Russes, voilà, c'est, comme d'habitude. Mais on a, Valérie Hayé, donc notre, je pense la meilleure d'entre toutes qui a parlé, voilà, qu'ils étaient prêts à aller, pousser, les élections, en Roumanie dans le bon sens, ce qui s'appelle littéralement une ingérence. Quelle est la force réelle de la France? Est-ce que, parce que, bah, tu évoques surtout le cas de la France par rapport à la Roumanie, mais est-ce que l'Union européenne n'aurait pas plus de puissance là-dessus pour pousser, les Roumains à voter, pour, ceux qui doivent voter? La question, mais là, on parle de trucage électoral, donc on revient à peu près à ce que je disais avant, c'est-à-dire est-ce que le régime d'Emmanuel Macron a été capable, puisque visiblement c'est lui qui s'est attribué la mission de d'abolir la démocratie en Roumanie. Est-ce qu'il a été capable de mettre en place des systèmes aussi bien huilés qu'on a en Ukraine ou dans les autres dictatures, comme même la France? La France est une dictature, hein, depuis encore une fois, il ne faut jamais oublier que, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir sur un coup d'État médiatico-judiciaire. Sur exactement ce qu'on a vu en Roumanie, l'année dernière. C'est-à-dire que ce sont les juges qui ont décidé que telle ou personne pouvait être candidat ou pas. Marine Le Pen, moi je ne suis pas du tout un fan de Marine Le Pen, mais ce sont les juges qui ont décidé qu'elle ne pourrait pas se présenter. Voilà. Donc en fait, on a un gouvernement des juges. Aux États-Unis, ceux qui résistent à Trump, ce sont les juges. Donc en fait, il y a, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça avait été dénoncé par Solzhenitsyn dans son discours d'Harvard, où il déplorait la juridification, je sais pas, ou juridisation, je sais pas quel terme utiliser, de la vie en fait. Mais pas seulement de la vie politique, de la vie en général. C'est-à-dire que finalement, il va y avoir tout un cadre juridique avec des juges eux-mêmes imprégnés d'idéologie, qui vont être au-dessus de ce qui est pourtant la base de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et tant que d'ailleurs en France, on n'aura pas remis les juges, on n'aura pas soumis les juges à l'élection, c'est-à-dire à ce pouvoir du peuple, eh bien, ils feront ce qu'ils voudront. Et c'est ce système que Paris a utilisé, a mis en place en Roumanie pour faire annuler l'élection, c'est-à-dire que la corruption des juges. Donc ça peut être corruption par l'argent, par l'idéologie, par la pression, ce que tu veux. Mais il y a vraiment un système dictatorial et qui en même temps dans la tradition, encore une fois, de notre pays, hein, de la gauche française, elle a la première chose, parmi les premières choses qu'elle a faites, donc c'est la gauche girondine, hein, la gauche française se définit en gros par le régicide. Ceux qui étaient à gauche du roi, les Girondins et les montagnards ou les jacobins, représentent deux courants de la gauche française. Il y en a un qui extermine son opposition à l'intérieur, ça c'est les montagnards et les jacobins, et il y en a qui vont faire la guerre à l'extérieur parce qu'ils considèrent que leur idéologie de mort a un bel avenir à l'étranger. Et ça, c'est les Girondins qui déclarent la guerre, c'est Brissot qui déclare la guerre en 1792 à l'Europe, en gros. Donc ça, ces deux courants-là, aujourd'hui, la gauche bourgeoise les incarne, tous les deux. Donc il y a une répression sauvage, on l'a vu, contre les Gilets jaunes, ça c'est le côté jacobin, et vous avez l'exportation de l'idéologie. Et l'idée qu'en fait, que cette idéologie gaucho-républicaine a un avenir à l'étranger. Ça a entraîné la colonisation, et aujourd'hui, finalement, la Roumanie est considérée par la gauche française comme une colonie. Une colonie à qui il faut réapprendre les bonnes manières, y compris par la force, y compris par la corruption. C'est exactement ce à quoi on assiste. Donc il y a un aspect idéologique qu'il faut vraiment garder dans la tête. La gauche française est structurellement, depuis le début, fanatique dans ce domaine-là. Et donc, il y a également aussi un pouvoir français qui est aux abois. Ce sera une défaite personnelle d'Emmanuel Macron si les nationalistes arrivent au pouvoir. Il faut bien s'en rendre compte. Et ce serait une plus grande défaite si ces nationalistes-là mettaient fin aux menées militaristes de la Roumanie au sein de l'OTAN contre la Russie. Mais ça, encore une fois, comme j'ai dit, on va le voir. Je suis prudent parce que
Simeone n'est pas Georgescu, malheureusement. Donc on verra. Mais évidemment que la gauche française joue aussi sa survie. Ce sera une défaite personnelle d'Emmanuel Macron si les nationalistes l'emportent en Roumanie. Et donc là, ils sont sur tous les fronts. L'Ukraine, la Roumanie. Voilà. Jusqu'où ira cette défaite, on le verra. Ok. Bah, merci beaucoup à toi, Xavier. Merci à toi. Et merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de regarder en description et surtout de dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine dans d'autres vidéos et aussi dans un nouveau podcast Divergence. À très vite. Au revoir.